Monsieur Saïd Houssen Roblé, nous sommes heureux de vous accueillir dans les locaux de la RDHD. Vous êtes, je rappelle à nos auditeurs, à ceux qui vont nous écouter, vous êtes député de l'opposition à Djibouti, vous êtes secrétaire général de la LDDH, la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, et en plus, vous êtes étudiant en 6e année de médecine et en attente d'un stage pour valider vos études. Nous savons qu'il vous est arrivé beaucoup de choses et que vous êtes actuellement blessé, et c'est pour ça que nous vous remercions d'être venu, et nous aimerions savoir ce qui vous est arrivé. Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord apporter mon soutien et ma solidarité entière à mon président et président de la Ligue djiboutienne des droits humains, M. Omar Ali Wado, qui a été injustement condamné ce matin à 3 mois de prison ferme, dont je dis à sa famille, à ses amis, à toute l'équipe que nous sommes déçus de ceci, mais que le combat continue. Et je vous affirme dès aujourd'hui que nous ne lâcherons pas une once de notre droit, et que nous allons continuer le combat pour sa libération. Écoutez, merci, et nous allons transmettre votre message à l'équipe de la LDDH et à la famille de M. Wado. Revenons maintenant au début. C'est le 21 décembre, à Djibouti. Nous apprenons qu'il y a un massacre en cours, et l'après-midi même, nous apprenons que des responsables de l'opposition sont blessés. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que nous avons des informations qui ne sont pas complètes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, surtout dans votre cas? Ce qui s'est passé le 21 décembre a été des choses tragiques. Tout d'abord, on avait une réunion qui a été convoquée en urgence par le président de l'USN, M. Ahmed Youssouf Ahmed, qui nous a convoqué en une réunion de crise pour discuter sur les massacres qui a eu lieu le 21 décembre, depuis l'aube du 21 décembre 2015, et dont je suis allé en urgence à cette réunion dans l'après-midi, et qui s'est déroulée pendant l'après-midi dans le domicile de M. Maître Jama Ammar Midel, délégué aux relations extérieures de l'USN. Donc je vous coupe, vous êtes parti pour cette réunion, et c'est en arrivant sur place que les incidents sont arrivés. Oui. Voilà. Oui, les incidents ont commencé même dès mon entrée au domicile du maître Jama Ammar Midel. Dès que nous sommes rentrés, j'étais en compagnie de mon collègue Ismaël Ahmed Assoui, député Ismaël Ahmed Assoui. Et dès la descente de notre voiture, des hommes de la police cagoulés sont entrés dans le domicile de maître Ammar Midel. Et Ammar Midel, qui s'est trouvé en face de la maison, a été tabassé. Et moi qui est venu pour l'aider, un autre aussi jeune qui a été aussi tabassé par la police, que je voulais les libérer, l'aider. Et après ceci, ces hommes cagoulés me l'ont pris, me l'ont menotté, m'ont jeté dans leur véhicule qui était une Jeep. Et lorsqu'ils m'ont jeté dans le Jeep, en même temps ils frappaient mes collègues, plus particulièrement le secrétaire général de l'ISN, M. Abdelrahman Mohamed Gueye d'ITX, aussi M. Hamed Abdi Sultan, l'ancien ministre, qui défendait son ami Abdelrahman Mohamed Gueye, aussi il a été tabassé. Puis, lorsque moi je suis resté quelques minutes pendant... Attendez, donc si je comprends bien, vous avez été menotté en tentant de défendre justement vos amis contre les fureurs de la police, appelons ça comme ça, et vous avez été jeté dans une voiture. Là, vous m'aviez dit, quand on a préparé cet entretien, que vous avez pensé qu'ils allaient vous emmener pour vous tuer quelque part. C'est bien ça? Oui. Et comment avez-vous réussi à sortir du véhicule? Je suis sorti du véhicule parce que dès que je vis, que je suis resté dans le véhicule, que je vis des hommes cagoulés que je n'ai jamais vus dans la République de Djibouti depuis
25 Vous ne les comprimés. connaissiez pas, quoi. Hein? Vous Oui, ne je n'ai connaissiez jamais pas. vu des hommes gaillards, costauds, cagoulés, bien équipés. Et là, je me suis dit, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont m'amener, peut-être ils vont me tuer. Et là, lorsque je suis resté 1 ou 2 minutes, après je suis sorti du jeep, il y avait des hommes aussi cagoulés qui étaient devant moi, je les poussais, je me suis... euh, Vous je avez me suis tenté de vous sauvé. enfuir. Oui, je me Vous suis êtes- tenté de nous enfuir. Et dès la sortie du jeep, un gars m'a tenu En joue. un fusil. Et là, il m'a dit stop. Et là, j'ai regardé et là, j'étais étonné. Un autre, il a voulu me le remettre encore dans le jeep. Je refusais, je me suis battu. Et là, ils ont jeté du gaz lacrymogène. Et en même temps, ils ont tiré des balles. Et là, moi, j'étais touché par ici parce que j'ai regardé en même temps les prisons qui étaient m'a traîné dans la rue, d'autres qui étaient tabassés, le secrétaire général où on les tenait par les mains, les pieds, comme ça, 4 policiers qui les jetaient dans une autre jeep. Et là, blessé par le coup, moi qui étais menotté, blessé par le coup, le sang, lorsqu'il a coulé, je me suis comprimé. Alors, le sang. vous m'avez expliqué que vous êtes assis Mm, et que votre premier réflexe, ayant une formation médicale avancée, mm. vous saviez qu'il fallait compresser la plaie pour éviter de perdre tout votre sang. C'est bien ça. Oui, j'ai comprimé et dès que j'ai comprimé, j'ai demandé aussi de l'aide de mes collègues pour qu'ils compriment plus fortement pour que je ne me vide pas le sang. Et puis un autre collègue, il est venu prendre sa voiture, il m'a amené et je me suis évacué de mes propres moyens avec mes collègues. Parce que j'avais peur que si je ne me serais pas évacué par mes collègues, que la police me prendrait, après me mettrait dans leur jeep, et comme ça je me viderais en quelques minutes le sang, sans qu'ils m'emmènent à l'hôpital. Et là j'ai eu le bon réflexe de partir, parce que je sais comment utiliser ces gens-là. Et dès que je suis parti à l'hôpital, par mes amis qui m'ont transporté, à l'hôpital militaire français, Attendez, avant qu'on parle de Bouffard. l'hôpital, vos collègues, présidents de l'USN et anciens ministres, Mm. ont été touchés aussi par balle. Oui, ils ont été touchés par À balle. ce moment-là, Ah, en même temps que... en même temps que vous. Oui, Et parce que... c'était des tirs délibérés, à votre avis? Oui, c'était tir délibéré parce que lorsqu'ils ont jeté le gaz lacrymogène, qu'ils ont commencé à tirer et ils ont pris fuite. D'accord. C'était pour Ah, ils ont- cacher leur tuerie et c'était ciblé. C'était ciblé. Bon, alors vous êtes arrivé à l'hôpital, vous m'avez dit qu'il y avait eu quelques difficultés administratives, et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que je suis rentré à l'hôpital, il y avait des difficultés, mais lorsque je suis rentré, j'étais accueilli par le service des urgences de l'hôpital Beaufort. J'étais bien traité, j'étais soigné, j'étais même directement transféré au bloc opératoire. Toute l'équipe médico-chirurgicale de l'hôpital Beaufort sont intervenus et on m'a emmené directement au bloc. Et pendant des heures d'opération que je ne me souviens pas bien, mais après ma sortie de mon bloc, j'ai été transféré à la réanimation où j'étais soigné. Mais après quelques jours de mes soins, Attendez. Vous m'avez dit que l'opération n'avait pas permis d'extraire toutes les balles. oui, elle n'a pas pu m'extraire toutes les balles parce que l'autre qui était à l'épaule, elle n'était pas grave, elle a été extraite. Mais celle qui est restée dans ma gorge, elle n'a pas pu être extraite parce que les médecins qui sont là, ils ne sont pas très spécialisés. Ils n'ont pas les équipements, probablement. Et ils n'ont pas aussi les équipements. Et là, ils n'ont pas pu l'extraire, mais ils m'ont stabilisé. Et grâce à eux, aujourd'hui, je suis encore en vie. Ils ont fait un travail remarquable. Oui, ils ont un travail remarquable. Et c'est pour ça que je suis venu. Je suis allé en premier lieu à l'hôpital Bouffard. Très bien. Réanimation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des choses graves dont mon père m'avait informé lors de sa visite à moi, qui était aussi la seule personne autorisée à me rendre visite, qui m'a informé que les forces de l'armée djiboutienne ont voulu pénétrer à l'hôpital et prendre Mani Mitari, moi et mon ami Hamel Abdel Sultan, et le président de l'USN. Et après, le matin, les forces de police ont encerclé tout l'hôpital et mis un poste de contrôle en filtrant les gens, même
contrôlant les gens qui sortaient et qui rentraient. Vu cette situation grave et vu ma santé qui était grave, j'ai demandé protection et asile à l'État français, dont j'ai expressément demandé aux médecins qui me soignaient à transmettre à l'ambassadeur de France à Djibouti ma demande d'asile. Mais l'ambassadeur Serge Moussetti a refusé de prendre ma demande d'asile et d'enregistrer à l'État français ma demande d'asile, de protection et d'asile, et qui a fait des pressions sur l'hôpital, sur le médecin militaire qui m'ont soigné, dont je le félicite infiniment, dont je le félicite et remercie infiniment, en faisant des mensonges, en faisant des choses incroyables que je ne me suis jamais attendu. Donc, si je comprends bien, vous estimez que ce sont des pressions de l'ambassadeur en personne qui ont fait que les médecins militaires vous ont demandé, disons fermement, de quitter l'hôpital alors que vous étiez encore convalescent. Oui, c'est Et qu'est-ce qui est arrivé à la sortie de l'hôpital? à la sortie de l'hôpital, à quelques mètres de l'hôpital, les forces de police qui ont encerclé depuis presque des jours et des jours l'hôpital m'ont pris. Mon président, Mar Ali Iwado, qui était à côté de moi, qui transportait mes bagages, a été pris par des gendarmes et mis dans une voiture. Ils l'ont mené vers une destination que je ne savais pas. Ils m'ont pris moi aussi, les forces de police m'ont pris. Ils m'ont amené vers un lieu lointain. Après, ils m'ont lâché dans la rue. Et puis, j'étais transporté par mon père et mes amis qui sont venus me voir, qui étaient devant la porte. Et là, lorsqu'ils m'ont amené à la maison le soir, l'après-midi, dès l'instant même. Et là, j'étais vraiment, pour vous dire, l'angoisse d'être tué, quel que soit à tout moment. Et j'ai vécu les moments les plus difficiles de ma vie. Nous le comprenons bien, vous étiez blessé, une balle dans la gorge et en menace permanente. Donc vous avez décidé de quitter le pays, si j'ai bien compris. Oui, j'ai décidé de quitter le pays parce qu'à tout moment, je risquais d'être tué. À tout moment. Et aussi. Donc vous avez décidé de quitter votre pays, et comment avez-vous fait? J'ai quitté mon pays discrètement le soir de jeudi pour partir en Éthiopie et où j'ai resté pendant une semaine caché dans un endroit vraiment discret dont m'ont aidé des amis là-bas. Et puis j'ai été convoqué à l'ambassade de France en Éthiopie où j'ai reçu mon visa pour des raisons sanitaires et où je suis parti après en France. Donc vous avez pris l'avion dès que vous avez eu votre visa, si je comprends bien. Oui, j'ai pris l'avion de l'après-midi que j'ai eu, le soir même, parce que je risquais, j'avais peur d'être attrapé par le service de sécurité éthiopienne qui travaille en étroite collaboration avec ceux de Djibouti. J'ai pris le soir même dans des moments difficiles et je suis parti directement avec un vol à Paris. Donc vous avez pris l'avion le soir même, vous avez réussi à passer sans difficulté, alors que nous avions quelques craintes, les services de contrôle à la sortie du territoire éthiopien, et vous êtes arrivé à Paris, où je vous ai retrouvé le matin même. Oui, je suis venu le matin, donc vous m'avez accueilli. Et puis, nous sommes allés à l'hôpital faire consultation dans les hôpitaux de Paris et pour être consulté à cause de ma santé qui est en danger, dont je garde toujours une balle dans la gorge et dont j'ai plus des inquiétudes pour ma santé, même après, pour d'avancer dans l'âge. Donc, merci de nous avoir apporté toutes ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé le 21 décembre et dans les jours qui ont suivi. Et je vous m'avais dit que vous aviez quelque chose à ajouter.
Oui, tout d'abord, je voudrais remercier Jean Louchal, président de la RDHD, et Mme Anne-Marie Debève, qui se sont mobilisés à la première heure. Sans aujourd'hui euh, leur activation, je ne serais pas à Paris. De même, je remercie énormément Madame, Son Excellence Madame Brigitte Collet, l'ambassadrice de France en Éthiopie. Contrairement à son homologue djiboutien, M. Serge Musetti. Et aussi, je n'ai pas oublié Maître Emmanuel Daoud, Flore Angèle de la FIDH, Madame Laurence Davidovitz de Survie, Clémentine de Montjoie du réseau Est Horn of Africa. De même, Madame la députée européenne, Madame Vergia. Aussi, je n'oublierai pas tous les représentants diplomatiques de l'Union européenne, qui soient à Djibouti, à Bruxelles ou en Afrique, qui se sont mobilisés pour que je sois aujourd'hui à Paris. De celui aussi de France, les autorités françaises qui m'ont délivré les visas, qui m'ont bien accueilli, qui m'ont facilité toutes les procédures. Aussi, je tiens à le remercier énormément. Et aussi c'est du Canada. Très bien, ben, je vois que la liste est longue et j'imagine que fatigué, malade comme vous êtes et après un périple difficile, vous n'êtes même peut-être pas au courant de toute la mobilisation qu'a nécessité votre arrivée, ce dénouement heureux qui est votre arrivée. Eh bien, nous allons continuer à suivre votre action et surtout celle de la LDDH en faveur de M. Evado, qui vient d'être condamné, comme vous l'avez dit ce matin, à 3 mois. Et nous allons rester en contact, bien entendu. Merci d'avoir accepté de nous parler. Et c'est à moi de vous remercier.